On va donc démarrer par une bénédiction Big Data. Tu sais nous faire ça, Didier? Non. Bon, alors présente-toi à la place. Donc, je m'appelle Didier Girard, je suis le directeur des opérations de Sphère. Voilà. Et dans ce talk, il y a deux parties. Il y a une partie où on va travailler sur l'engin. Voilà. C'est Donc Martin qui va te présenter. Moi, je m'appelle Martin Görner, je travaille chez les relations développeurs de Google à Paris. Voilà, donc Martin va nous expliquer comment fonctionne Dataflow, c'est un peu comment fonctionne le moteur. Et puis moi, je vais m'occuper plutôt de la partie Data Scientist et comment est-ce qu'on l'utilise en fait. Comment on conduit la voiture. Voilà, donc moi je vous fais sauter directement dans l'algorithmique. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez à connaître lorsque vous utilisez juste le service Dataflow, qui est un service de traitement de données. Mais la partie algorithmique, vu qu'on l'a publié sous la forme d'un papier il y a déjà quelques années qui s'appelle Flume Java, à ne pas confondre avec Apache Flume qui est un service de traitement de log, ça n'a rien à voir. Donc Flume Java si vous voulez lire le papier, ou si vous n'avez pas envie de lire le papier, bah, écoutez ce qui va suivre. Voilà. Alors en avant. Déjà, qui ici a fait du MapReduce ou du Spark ou n'importe quoi d'autre qui traite des grands volumes de données, calcul distribué? Bon, il y a quand même quelques personnes qui s'intéressent au calcul distribué. Très bien. Prenons un exemple de calcul distribué. On va essayer de calculer une petite fonctionnalité qu'on a ici, un autocomplete sur les hashtags. Voilà, pourquoi pas. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il nous faut? On récupère des tweets. Dans les tweets, une fois qu'on les a lus, on récupère les hashtags. Dans ces hashtags, on va les compter pour voir quels sont les plus populaires. Par exemple, Argentine, je l'ai 5 millions de fois, donc voilà, je les compte. Ensuite, pour pouvoir faire de l'autocomplétion, on va extraire des préfixes, c'est-à-dire dans Argentine, j'ai le préfixe A, le préfixe AR, le préfixe ARG, le préfixe ARGE, etc. Une fois qu'on a extrait ces préfixes, eh bien, on a leur fréquence aussi, et on calcule les complétions les plus fréquentes pour un préfixe donné. Puis ensuite, on les écrit quelque part, et ce qu'on a écrit là, ces données-là, vont nous permettre, lorsque l'utilisateur tape ARG, de lui proposer les 3 hashtags les plus fréquents qui commencent par ARG, ici typiquement Argos, ARGV et Argentine. Voilà, donc ça c'est un exemple de quelque chose qu'on a envie de calculer. Pour ceux qui connaissent MapReduce ici, qui peut me dire comme ça de tête combien il y a d'étages de MapReduce dans ce calcul? 12, non. 42, non plus. Pour une fois, 42 n'est pas la bonne réponse. Didier, comme ça de tête, combien d'étages de MapReduce? Ouais, il y en a 2, c'est ça? Oh, bravo Didier, tu es très fort. Il faut applaudir. Quand on fait des belles démos, il faut applaudir. Bon, effectivement, il y en a 2. Alors, quelle est la complexité de ça si on déploie effectivement du MapReduce, du vrai MapReduce? Eh ben, c'est qu'il faut déployer 2 clusters, il faut les enchaîner l'un à l'autre, il faut se débrouiller pour que les données aillent bien de l'un à l'autre. Et puis là, on est dans un cas très simple où il n'y en a que 2. Quand j'ai une chaîne de calcul ou des étages de MapReduce, j'en ai 10 ou 15 dans un graphe relativement compliqué, ça devient vite beaucoup de tringlerie. Alors c'est pour ça que ce qu'on va vous proposer avec Dataflow, c'est un mécanisme qui vous fait utiliser certaines primitives que je vais expliquer. Ces primitives vous permettent d'exprimer ce calcul dans un langage de haut niveau, en l'occurrence Java. Et tous les calculs que vous exprimez de cette façon-là, en fait, ils vont être exécutés de façon déférée. Et donc, au moment où je fais run là-bas, ce qui se passe, c'est que ce graphe d'exécution est créé en mémoire. Et à partir de ce graphe d'exécution en mémoire, on crée une topologie de cluster qui est ensuite déployée. Tous ces nœuds sont mis en branle pour faire le calcul, et ensuite cette topologie est détruite. L'avantage de procéder ainsi, eh bien, c'est que ici, si je veux changer un paramètre au milieu ou changer un petit peu mes calculs et que ce changement impacte ma topologie de cluster, c'est pas compliqué, c'est que du code, je le change, je refais run et ça déploie un cluster ayant une topologie différente. Voilà, c'est ça le gros avantage. Alors maintenant, comment ça marche?
C'est ça qu'on va voir. Mais avant, je reviendrai bien sûr aux primitives, ici pardo, count, top, etc. Je reviendrai dessus. Avant de pouvoir expliquer comment ça marche, il faut déjà se pencher un peu sur ce qu'est MapReduce. Alors, petite explication rapide de MapReduce, parce que la plupart du temps, quand je demande aux gens, ils savent à peu près, mais il y a quelques points très précis sur lesquels je voudrais insister. Donc d'abord, MapReduce, c'est comme faire des sandwichs. Donc j'ai des ingrédients. J'ai un étage map qui me permet de processer ces ingrédients, un étage reduce qui me fait aller les ingrédients dans les bons sandwichs. Voilà. Tout le monde est OK avec ça? Parfait. Bon, malheureusement, j'ai besoin d'une explication un tout petit peu plus mathématique pour vous faire comprendre un point précis. Donc, reprenons MapReduce. Donc là, j'ai des données en haut. Ces données, je les traite avec une fonction map qui est déployée sur des machines qu'on appelle des mappeurs. Ce qu'elle va me sortir, c'est des données traitées, mais des données traitées associées à des clés. Ici, j'ai mis rouge et bleu. Ça peut être n'importe quoi. L'étape suivante, ça va être une étape de shuffle qui va mettre toutes les données rouges d'un côté, donc toutes les données qui ont une clé d'un côté, et toutes les données qui ont une autre clé d'un autre côté. Et ensuite, typiquement, chaque clé est prise en charge par un nœud reduce qui va faire un calcul, en général de réduction, sur ces données-là. Voilà, donc ça c'est MapReduce. Ah, alors voilà, là je vous mets les machines, d'accord? Donc ça c'est vraiment des ordinateurs physiques et le bout de code qu'on écrit qui fait l'opération map, le bout de code qu'on écrit qui fait l'opération reduce, c'est du code Java qui est sérialisé et envoyé physiquement vers ces machines-là. Alors, un exemple, évidemment, ça a été inventé chez Google il y a 10 ans. Si ça ne servait pas à faire de l'indexation web, ça n'aurait jamais été inventé. Donc, l'indexation web, j'ai des pages web. Le map, j'extrais des mots-clés associés à des liens. Donc, par exemple, j'ai vu une page dans laquelle il y avait Hello. Donc, je sors, mot-clé Hello, vu, associé à lien vers cette page. Ensuite, je fais l'indexation, c'est-à-dire que je mets ensemble tous les liens qui sont référencés par Hello, je mets ensemble tous les liens qui sont référencés par Computer, etc. Et ensuite, l'étape Reduce, c'est d'écrire l'index dans le format XYZ que Google utilise pour faire ses index. Voilà. Alors, par contre, ça c'est la version simple. Il y a une deuxième version de MapReduce qui est la version quand l'opération de réduction est associative. Alors là, il se passe des trucs absolument magiques, et en fait, c'est là que MapReduce trouve toute sa puissance. Donc, reprenons. J'ai mon opération map, soit, qui crée des données transformées avec des clés. Mais j'ai maintenant une opération reduce qui est associative. Ce qui veut dire que cette fonction qui fait le reduce, je peux me permettre de l'envoyer directement sur la machine qui fait le map, et sur cette machine-là directement, je fais déjà mes réductions. Un exemple le plus bête de réduction possible, c'est simplement compter. Donc je compte les éléments rouges, je compte les éléments bleus directement sur la machine qui fait map. Ce qui veut dire qu'ensuite, lorsque je fais mon shuffle, il y a beaucoup moins de données qui transitent. J'ai déjà des opérations, des éléments de données qui sont pré-réduits. Et comme cette opération est associative, je peux me permettre d'appliquer reduce autant de fois que je veux, puisque c'est associatif. Je peux faire des sommes partielles, si vous voulez. Et donc ensuite, je fais ma dernière somme sur les sommes partielles calculées là-haut. Voilà, je la fais et j'obtiens mon résultat. Alors, exemple pour mieux comprendre. La population mondiale. Qu'est-ce que je veux? Je veux calculer, je veux compter les Chinois et les Brésiliens. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'a demandé de faire ça. Donc, dans mon map, qu'est-ce que je fais? Je sors un 1 pour chaque Chinois et un 1 pour chaque Brésilien. Mais maintenant, je les compte. Donc, tout de suite, dans la machine qui fait map, je fais les sommes. J'ai 3 Chinois, 3 Brésiliens sur la première, 3 et 4 sur la deuxième, etc. Ce qui fait que le shuffle, c'est là que c'est génial. Au lieu de shuffler, il y a combien de Chinois et de Brésiliens ensemble? Allez, 2 milliards à peu près. Au lieu d'envoyer sur le réseau 2 milliards de données pour pouvoir les réduire sur les reduce, là j'en envoie 13 exactement, 6. Je
passé de 2 milliards à 6 en trafic réseau, c'est quand même génial, absolument génial. Et donc, je fais mon dernier reduce à la fin. Voilà. Tout ça pour dire que MapReduce, il y a deux flavors de MapReduce. Il y en a une qui est la flavor normale qui permet de distribuer du calcul. Mais lorsque l'opération de réduction est associative, il se passe des choses magiques dans MapReduce et on gagne vraiment des facteurs absolument énormes de trafic réseau. Alors, reprenons maintenant la timeline. MapReduce, ça c'est la timeline des publis scientifiques chez Google. MapReduce est sorti en 2004, donc ça fait il y a 10 ans, et ça commence à dater un peu. Donc depuis longtemps, on nous dit quand est-ce que vous nous fournirez un MapReduce as a service. Dataflow, c'est notre réponse à cette question, sauf que ce n'est pas du MapReduce. On va faire des choses un petit peu plus intelligentes qui sont Dataflow, ce que je vous explique ici. Ça c'est MapReduce. J'en profite pour dire un mot sur ce papier-là, qui s'appelle Dremel, qui a donné un produit qui existe aujourd'hui, qui est BigQuery. Je sais que Didier est un grand fan. Ici, je vais vous parler de traitement de données. Ça permet de faire des traitements de données génériques. C'est vraiment du code Java que vous écrivez, que vous envoyez pour qu'il s'applique. Si jamais vos traitements de données s'expriment comme une requête SQL, oubliez tout ce que je vous raconte là. Oubliez tout ce que je vous raconte, utilisez directement BigQuery. BigQuery est un moteur d'exécution SQL, spécialisé SQL, qui s'exécute sur un grand nombre de machines en même temps et qui est déjà fait. Là, il y a zéro code à écrire, il y a juste les données à uploader, une petite boîte dans laquelle on rentre sa requête SQL et il y a des temps de réponse qui sont absolument faramineux, même sur des très gros volumes de données. Parce que tel que c'est fait, c'est un service qu'on utilise nous en interne beaucoup. Pour vous, votre requête, lancer 3000 serveurs pour exécuter votre requête pendant 10 secondes pour que vous ayez la requête en 10 secondes, ça ne nous pose aucun problème. Ils sont déjà instanciés, ces 3000 serveurs. Si tu veux, je ferai une démo tout à l'heure. Voilà, Didier fera une démo. Plaisir. Enfin, juste pour dire que si votre problème de big data s'exprime en tant qu'une requête SQL, vous vous amusez pas à aller coder des trucs en Java. Vous le mettez directement dans BigQuery et c'est problème résolu. Alors, par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est Flume Java et Millwheel. Millwheel, j'en parlerai pas. Ça, c'est la partie temps réel. C'est-à-dire, lorsque j'ai une donnée qui est en train de parcourir mon cluster de calcul, comment s'assurer qu'elle arrive une fois et une seule dans chaque serveur, à chaque étape. C'est quelque chose qui a été mathématisé avec des bases de temps, etc. Millwheel, c'est le papier qui explique tout ça, c'est assez compliqué, mais à la fin, on arrive à vous donner des bonnes garanties. Ce sur quoi je voudrais m'appesantir aujourd'hui, c'est Flume Java, et ça, c'est les algorithmes qui passent d'une expression d'un calcul dans un langage de haut niveau comme Java à un cluster de machines déployées. Comment on fait ça? Alors, on utilise des primitives. Quelles sont-elles? On repart de MapReduce. L'étape map, on va l'appeler parallèle do. C'est une opération parallèle. Elle prend une collection d'éléments et elle calcule une autre collection d'éléments. C'est quelque chose de complètement générique. La partie shuffle, on va l'appeler group by key. Là, on a une collection d'éléments avec des clés et on groupe les clés ensemble. Et puis la partie reduce, on va également l'appeler parallèle do. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre la partie map et la partie reduce. Dans chacun des cas, c'est une collection à l'entrée, des opérations parallèles, une collection en sortie. Alors, on a juste le cas un peu particulier où le reduce est associatif. À ce moment-là, on appelle le parallèle do différemment, on l'appelle combined values. Si vous voulez, vous pouvez juste dire que c'est un parallèle do avec un flag qui dit associatif, parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on peut faire des choses un peu intéressantes avec. Voilà, alors voici toutes les primitives. Donc on a pcollection, ça va être la collection de vos données. Elle est immutable. Lorsque vous faites des traitements dessus, vous créez une autre collection. Le parallèle do, group by key. Donc group by key, lui, prend en entrée des paires clés-valeurs, et puis il prend en sortie des paires clés avec toutes les valeurs associées à cette clé-là. Donc Unimap. Combine values, ça c'est le parallèle do associatif, d'accord?
Lui, il prend aussi en entrée, donc en général, ce qui sort d'un groupe by key, donc des paires avec une clé et toutes les valeurs associées à cette clé, et il va en sortir une collection de paires avec cette clé et là, ce que vous avez calculé sur toutes les valeurs associées à cette clé, l'agrégat. Et puis, on a besoin d'une dernière primitive qui est flatten, qui est simplement l'union d'ensemble. D'accord ? Ça, mathématiquement, pour représenter les graphes, on en a besoin, mais c'est une opération absolument évidente. J'ai deux collections d'éléments du même type et je les mets dans une seule. Voilà. Alors, on a envie également de faire des choses un peu plus intéressantes. Par exemple, count. En fait, ce count, il va vous être fourni dans le SDK Dataflow, mais il est implémenté par derrière avec des opérations de base. C'est un bon exercice, regardons un peu comment est-ce qu'il est implémenté. J'ai juste fait une petite disons, bidouille de syntaxe. J'en avais marre d'écrire P collection de paires de machin. On l'appelle P table de KV, qui veut dire collection de paires. Voilà. Donc, le premier parallèle do dans une opération de comptage, c'est à chaque fois que je vois un élément, je sors la valeur 1. Pour tous les éléments, je sors 1. C'est tout. Ensuite, je fais un groupe by key. La clé, c'est la valeur elle-même. Et donc, je vais grouper un gros paquet de 1 à chaque valeur que j'avais dans ma collection du départ. Et ensuite, je fais un combine value, qui cette fois-ci est une somme. Donc, toutes les valeurs d'éléments qui maintenant ont leur gros paquet de 1, je fais la somme de tous les 1. Et voilà, j'ai fini de compter. J'ai fini de compter, mais je l'ai fait avec uniquement les primitives qu'on s'était fixées au départ, parallèle do, group by key, combine values. La même chose pour un join. Voilà, là aussi, on se dit, voilà, on a envie de faire des joins. Comment est-ce qu'on va faire des joins? Bon, en avant, faisons un join. Donc déjà, quelle est la problématique d'un join? J'ai deux paquets de clés valeurs qui ont une clé du même type. Par contre, les valeurs, elles, sont de type différent. Donc j'ai clé valeur KV et clé valeur KW. Ça, c'est le cas typique d'un join. Et ce que je veux sortir, c'est pour une clé donnée, toutes les valeurs de type V qui s'y rapportent, toutes les valeurs de type W qui s'y rapportent. Alors, après ça, vous pourrez faire une autre étape qui est pour faire des inner join ou des outer join. Vous filtrerez ceux qui ont des nuls, ceux qui ont des ensembles de vides, etc. Bon, bref. Mais l'étape première d'un join, c'est ça. Donc, quelle est ma problématique de départ? C'est que au départ, je voudrais bien mettre ces KV et ces KW ensemble pour faire un groupe by key, mais je ne peux pas parce que V et W, ce n'est pas du même type. Donc, je fais un truc débile, je les rends du même type. J'utilise une tag union, c'est-à-dire simplement une union avec un flag de type qui dit est-ce que je contiens un V ou est-ce que je contiens un W. Bon, bidouille de typage, bref, c'est génial, maintenant elles sont du même type. Ça, j'ai fait ça dans un parallèle do. Derrière, je fais un flatten, c'est-à-dire une union d'ensemble. Maintenant que mes éléments sont du même type, je peux les mettre dans le même sac. Il n'y a plus de problème. Je peux maintenant faire mon groupe by key. D'accord? J'ai une collection de clés-valeurs avec la clé CK et les valeurs, c'est mes unions VW, c'est-à-dire des éléments qui contiennent soit un V, soit un W. Je peux faire group by key, c'est bon, j'ai groupé. Et puis, à la fin, la dernière transformation, c'est simplement d'ouvrir les paquets de mes tags d'union, parce que ça ne m'intéresse pas des tags d'union, c'était vraiment juste un artefact de calcul. Et cette fois-ci, de recréer pour chaque clé la collection de V qui lui appartient et la collection de W qui lui appartient. Voilà, de nouveau, j'ai fait un join, et ce join s'exprime dans les primitives qu'on s'était fixées au départ, parallèle do, group by key et flatten. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va imaginer un graphe de calcul un peu compliqué. Pour que ce graphe-là, il veut dire quelque chose, on va dire que je suis le data scientist d'un site marchand, et ce que le marketing m'a dit de sortir, c'est des logs de session. Une session de browsing sur un site, ils m'ont dit, on s'intéresse à cette session si, à la fin de la session, l'utilisateur a cliqué
sur le panier et on veut savoir ce qu'il y avait dans son panier, on veut savoir si le paiement s'il a payé, si le paiement a été successful, etc. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai en entrée? Moi, en entrée, dans ma base, j'ai des logs de checkout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gars clique checkout, dans ma base, moi, je stocke le panier. Bon. J'ai 2 fournisseurs de paiement qui chacun me fournissent des logs, évidemment incompatibles. Bon, soit. Je vais appliquer une opération, un parallèle do B et C pour un peu bidouiller les formats pour qu'ils soient compatibles et que je puisse les mettre dans le même paquet et leur appliquer mon vrai traitement qui est D là-bas. Et puis j'ai mes vrais logs de site web. Je veux compter le nombre de clics dans une session. Et puis, il y a un deuxième parallèle do pour que les mettre au bon format, pour que je puisse faire un join par le session ID et trouver ce que je veux à la fin, à la sortie 2 là-bas. Le F, c'est un peu de formatage, c'est-à-dire un log de session où j'ai le session ID, le contenu du caddie, est-ce que le paiement a été OK et le nombre de pages que l'utilisateur a vu avant de terminer sa session. Et puis j'ai une deuxième sortie parce que le commercial il m'a aussi dit les logs de checkout, là, les paniers, en fait je les veux sous un autre format pour un autre outil, donc tu me les sors en parallèle. Bon, soit. Juste pour dire que c'est quand même un vrai cas d'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Maintenant, ce graphe, on va essayer de le transformer pour essayer de le déployer sur des vraies machines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme transformation? 2 parallèles do à la suite, je peux les mettre dans un seul nœud. Alors ça, c'est évident, c'est dur à expliquer en général les choses évidentes. Rappelez-vous ce que c'est qu'un petit carré avec un C dedans. Ça, c'est une machine dans laquelle j'ai envoyé une fonction Java qui fait C. Bon, si j'en ai 2 à la suite, qu'est-ce qui m'empêche d'envoyer à la fois la fonction C, à la fois la fonction D dans la même machine, juste de configurer les entrées-sorties et puis les brancher l'une sur l'autre? Rien, je peux le faire. Donc je sais faire ça, je sais configurer une machine avec à la fois C et D qui s'enchaînent l'un l'autre. Voilà. Donc ça veut dire que dans mon graphe, je peux faire cette opération-là. Pareil pour des nœuds qui sont côte à côte, même avec plein de sorties. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis capable de prendre une machine et de lui donner à la fois la fonction C et à la fois la fonction D et de configurer cette machine pour qu'elle lise dans 2 entrées différentes et qu'elle écrive dans 2 fichiers différents? Oui, j'en suis capable, il n'y a aucun souci. Donc je peux, dans mon graphe, mettre ça en un seul nœud. Je saurais configurer une machine pour faire ça. Alors, ensuite, dans les flatten, on peut faire ça. Alors, pourquoi? Là, c'est aussi évident. Le flatten, encore une fois, c'est juste une union d'ensemble. Que je prenne le résultat de B et le résultat de C, que je mette dans un sac et que j'applique D à tout, c'est la même chose que si j'applique D tout de suite et D tout de suite, et que ensuite c'est les résultats que je mets dans un seul sac. C'est exactement pareil. Et pourquoi je fais ça? Alors c'est génial parce que mon flatten qui est devant un groupe by key, c'est quoi un groupe by key? C'est un truc qui prend toutes les données et qui ensuite regroupe par clé. Ça inclut déjà une union d'ensemble, ça prend tout. Donc en fait, mon union d'ensemble avant le groupe by key ne sert à rien puisque le groupe by key c'est déjà une union d'ensemble comme première opération avant de... Voilà, donc je peux le virer. Une fois qu'il est arrivé devant un groupe by key, je peux le virer, c'est génial. Voilà, et pourquoi je fais tout ça? Eh bien, je fais tout ça parce que j'ai envie d'identifier des étages MapReduce un peu généralisés. Alors, là je vais vous parler d'une opération de graphe topologique qui, je pense, mathématiquement est très compliqué à expliquer, mais avec les mains, ça s'explique très bien. Avec les mains, je prends un groupe by key, je tire dessus, tout ce qui vient avec, je le mets dans ma case. Voilà. Donc, en fait, je prends ensemble tous les groupes by key qui sont liés par un ancêtre commun, qui ont des relations à un ancêtre commun. Ici, vous voyez M2 et M3, ils envoient des flèches aux 2 groupes by key, donc je vais les considérer ensemble. C'est vraiment, j'ai mon graphe là par terre, je prends un groupe by key n'importe lequel, je tire dessus. S'il y en a un autre qui vient avec parce qu'il est rattaché au même nœud au-dessus, je vais le considérer tout seul ensemble. Et je vais essayer de reconnaître, de faire du pattern matching dans mon graphe pour reconnaître ce pattern. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce pattern? Il y a autant d'entrées qu'on veut, mais sur chaque entrée, il y a un étage de parallèle do,
suivi par un étage de groupe by key. Et à la sortie de chaque groupe by key, j'ai un parallèle do associatif, et puis derrière, encore un autre parallèle do. Alors, pour que le pattern matching dans le graphe soit plus simple, il faut se rendre compte que, évidemment, un parallèle do peut être remplacé par rien, une opération qui ne fait rien. L'identité, ça marche. Un parallèle do associatif, pareil. Donc, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir absolument toutes ces cases. Les seules qui sont obligatoires, c'est les groupes by key. Et j'ai besoin de faire une petite entourloupe supplémentaire, c'est-à-dire que je peux avoir un channel de sortie direct. Ça, c'est pour m'aider à faire mon pattern matching dans le graphe. Je n'ai pas toujours un groupe by key sur un channel. Donc là, en haut, j'ai un channel de sortie direct. Je m'autorise à faire ça. Je saurais l'implémenter. Et comment je sais que je saurais l'implémenter? Eh bien, ce morceau-là, on va l'appeler un MSRC, c'est-à-dire Map, Shuffle, Combine, Reduce. C'est simplement une version un peu généralisée de MapReduce. Il y a plusieurs entrées au lieu d'en avoir qu'une. Il y a plusieurs mappeurs, types de mappeurs au lieu d'en avoir qu'un. Il y a plusieurs étages, group by key, etc. Mais ça se déploie tout aussi bien qu'un MapReduce, disons, classique. Donc c'est ça que je vais chercher dans mon graphe. Alors, voyons comment ça marche. Ah oui, et puis, bon, il y a une dernière petite, disons, subtilité, c'est que, voilà, par exemple, vous vous rappelez des préfixes? Donc je comptais mes préfixes, je faisais mon expansion de préfixes, et ensuite je prends les plus fréquents. Cette expansion de préfixes, ça c'est une opération ennuyeuse, parce que c'est la démultiplication des petits pains. Argentine donne A, AR, ARG, ARGE, et ça pour tous les tags. Donc là, elle fait exploser mon trafic sur le réseau. Je remplace le count et le top par leur équivalent primitif. Donc c'est ce qu'on a vu dans les premières slides. On peut les remplacer par des équivalents primitifs. Et donc là, vous voyez, j'ai deux groupes by key, et puis je voudrais identifier deux nœuds MapReduce ici. Et j'ai une problématique, c'est qu'entre les deux groupes by key, ben, on peut couper à deux endroits. Là, ça marche. Là, ça marche aussi. Alors, comment on décide? Est-ce qu'on fait un MapReduce pour le premier et le deuxième comme ça, ou est-ce qu'on fait un MapReduce, par exemple, pour le premier et le deuxième comme ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui est mieux? Alors, celui-là, regardons déjà ici. Et, ici, mes données explosent. Donc c'est pour ça que j'ai mis une grosse flèche. Là, j'ai un souci, parce qu'entre mon premier étage et mon deuxième étage, j'ai une explosion de données, je suis en train de saturer mon trafic. Ça n'a pas l'air optimal. Donc je vais dire, je vais plutôt faire comme ça. Là, il y a beaucoup moins de données qui circulent du premier étage vers le deuxième. Mais alors vous allez me dire, mais Martin, tu as triché. Maintenant, la grosse flèche, elle existe toujours, elle est juste à l'intérieur d'AutoMapReduce, mais c'est pareil, il faut quand même envoyer les données de l'étage E au groupe by key. Et bien, c'est là que c'est génial, puisque notre top, en fait, c'est une opération de réduction associative. Donc, en fait, le plus que vous voyez ici derrière le groupe by key, en fait, il va être exécuté en même temps que le E dans l'étape E. Et c'est faux de dire qu'il y aura une explosion de données si on groupe comme ça, puisque les agrégations pourront déjà être faites dans l'étape E avant d'arriver au groupe by key en tant que tel. Donc voilà, la règle, disons, d'ingénieur, c'est on coupe là où le tuyau est petit et pas là où le tuyau est énorme. Voilà. Bon, alors, en avant, on a ce graphe, optimisons-le, on va voir ce que ça donne. La première chose que je fais, c'est count et join, ce n'est pas des opérations de base. Je les remplace par leurs opérations de base. Donc pour le count, c'est je compte, je groupe by key, et ensuite je fais, le CNT, c'est j'émets un 1 pour chaque valeur, je groupe les 1 qui vont ensemble et je les additionne. Le join, pareil, on l'a vu que ça se remplaçait par des opérations de base aussi, qui, vous vous rappelez, sont une adaptation de type pour pouvoir joiner des choses qui ne sont pas du même type. Un flatten, on met tout dans le même paquet, le groupe by key, et le J2 qui défait les paquets des types pour qu'on ait le join comme on veut. Donc voilà, maintenant ce graphe, on va essayer de l'optimiser. Alors, première opération. Le flatten descend.
hop, il descend, il continue à descendre. Là, j'ai 2 flatten à la suite. Les flatten, c'est des unions d'ensemble. J'en ai 2 à la suite, c'est pareil qu'un seul. Et le groupe Baiki, comme on l'a dit, c'est aussi une union d'ensemble, en fait, avec autre chose derrière. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin, il me suffit d'un groupe Baiki. Ensuite, tous les parallèles doux qui sont à la suite les uns des autres. Tout ça, ça se représente par un seul nœud. Là, j'ai fait un choix. Là, le E et le J1, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'aurais pu couper à 2 endroits différents. Bon, j'ai fait un choix. Voilà. Ensuite, je bouge juste un petit peu mes nœuds. Là, je fais rien. Là, pardon. Il y a le J2 plus F qui se met en 1. Là, je bouge un petit peu mes nœuds. Là, j'ai rien fait. J'ai juste bougé les nœuds. Et je rajoute des identités, là où j'en avais pas. Et voilà, je reconnais 2 MSRC, c'est-à-dire 2 MapReduce généralisés dans cette opération. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Ben voilà, ça y est, je sais comment déployer mes machines. Mon premier MapReduce, eh bien, j'ai mes mappers et j'ai mes opérations reduce et je sais quel morceau de code leur envoyer et je sais à quelles entrées les brancher et à quelles sorties les brancher. Le deuxième, c'est pareil. Mes mappers, je leur envoie les bouts de code A, B, C, D, E et J1. Et les reduce, je leur envoie les bouts de code F et J2. Et je sais aussi à quelles entrées les brancher, à quelles sorties les brancher. Voici ma topologie de réseau. Là, maintenant, les boîtes, c'est des vraies machines. C'est des véritables machines connectées entre elles par le réseau, configurées avec le bout de code CNT plus ABCD, etc., tel que vous l'avez écrit. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que ça fait. Ça, Dataflow, c'est une technologie qui vous permet d'utiliser ces quelques primitives pour exprimer un calcul et ensuite donner à la machine l'autorisation ou la possibilité de calculer elle-même la topologie du cluster idéal pour faire ces calculs-là. Alors, idéal, évidemment... C'est-à-dire que si je n'ai pas Dataflow, je dois le faire à la main, c'est ça? Alors, si tu n'as pas Dataflow, il faut aller démarrer chacune de ces machines, il faut aller brancher chacun des câbles réseau, bon là je rigole, mais brancher chacun des câbles réseau dans le bon sens, et il faut aller avec ta disquette mettre la fonction CNT, la fonction A, B, C, D sur chaque machine. Je me suis fait à la main l'optimisation. Et oui, en plus, tu dois te faire... Oui, alors ça, c'est effectivement, à part les problématiques de déploiement, il y a aussi le fait que savoir combien d'étages de MapReduce on fait et dans quel sens, ça, c'est un art. Les gens qui font du MapReduce, ils savent faire ça, mais il faut un petit peu réfléchir pour bien le faire. Mais donc, justement, on a fait des benchmarks et on a comparé les performances et le code. Bon. Ici, ce que j'ai, c'est les benchmarks entre Flume Java, ça c'est le rouge, donc ici performance, et MapReduce optimisé à la main. En bleu, c'est MapReduce, disons, bébête. C'est-à-dire, je lance juste mes calculs bêtement sur un MapReduce sans trop chercher à optimiser le nombre d'étages. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'entre le rouge et le vert, MapReduce optimisé à la main est quelques pouillèmes plus rapide que ce qu'est capable de sortir Flume Java, Dataflow, mais c'est quelques pouillèmes. Donc l'optimisation, elle marche et elle n'est pas trop mal. En termes de taille de code, c'est-à-dire le nombre de lignes que vous allez taper, bah là, évidemment, vous en tapez vachement moins en Flume Java qu'en MapReduce, que ce soit l'un ou l'autre, parce que dans les deux autres cas, vous devez vous taper à la main les scripts de déploiement s'il y a plusieurs MapReduce, etc. On a fait la comparaison aussi avec un langage qu'on a en interne qui s'appelle Sausal, qui est un langage de traitement de log. Donc là, on quitte les traitements génériques, on rentre dans quelque chose qui est très particulier pour le traitement du log. Donc c'est un DSL. Ça se voit sur la taille du code. Comme c'est un DSL, il est vraiment optimisé et on peut exprimer un traitement de log en peu de lignes de code. Donc lui, il gagne sur le code. Il s'exécute sur du MapReduce derrière. Par contre, vous voyez, les perfs ne sont pas excellentes. Et quelle est la raison principale pour laquelle ces perfs ne sont pas excellentes? C'est parce que dans Sausal, il n'y a pas ce principe d'exécution différée. Il n'y a pas ce principe où je dis ce que je veux faire, ça ne se fait pas tout de suite, mais on me construit un graphe qu'on optimise et on déploie ensuite le cluster optimal. Il n'y a pas ce principe-là, il n'y a pas les primitives pour, et donc au niveau des perfs, on ne peut pas
faire aussi bien qu'on le fait avec Dataflow. Ben, voilà. Et dernière petite cerise sur le gâteau, là je vous ai tout expliqué sur du batch. En fait, Dataflow, c'est également faire du stream avec exactement la même syntaxe. Donc ici, on avait l'exemple de l'autocomplétion des hashtags. Évidemment, ce qui m'intéresse dans des hashtags Twitter, ce n'est pas les hashtags qui étaient populaires il y a 2 ans. Ce qui m'intéresse, c'est les hashtags qui sont populaires là, dans la dernière heure. Comment je fais ça? Eh bien, à la place de lire mes entrées à partir d'un fichier, je lis les entrées à partir de PubSub, par exemple, qui est un service qu'on fournit pour s'abonner à des flux de données, et j'applique une fenêtre. Il y a différents types de fenêtres offertes. Là, c'est une fenêtre glissante. Donc là, je fais une fenêtre glissante d'1 heure émise toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, je vais considérer la dernière heure de données et leur appliquer mon traitement. Et donc, je vais avoir des prédictions de hashtags qui se rapportent à la dernière heure des tweets les plus courants, et ça va être mis à jour, ça, toutes les 5 minutes. Et la beauté, c'est qu'on a eu à changer 3 lignes de code pour passer du batch au stream, et Dataflow pourra faire du stream. Et maintenant, on passe à la démo. À la démo, exactement. Donc, en fait, jeudi dernier, il y a une semaine, il y a Martin qui me dit « Didier, tu n'as pas envie de venir avec moi à Divox pour faire une démo de Dataflow ?» Donc c'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Je voulais l'apprendre et je me suis dit bah, « C'est un bon défi, je te donne ma réponse à la sortie du week-end. » C'était un week-end de 3 jours, j'ai eu un peu plus de temps que prévu. Et finalement, j'ai dit « Ok, bah, je suis prêt à venir avec toi sur scène pour présenter ce produit. » Donc ce que je dois dire, c'est ce que vous a présenté Martin, c'est quand même assez sophistiqué. En tant que data scientist qui doit utiliser le produit, on n'a pas besoin de tout comprendre ce que Martin a expliqué. C'est bien de le comprendre, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est des algorithmes, ils sont beaux. Ouais, non, mais c'est très beau. Je te l'accorde. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc le défi que je me suis dit, il y a un truc que je supporte pas, c'est quand je suis sur une page web et je vois des gens qui double-cliquent. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, des néophytes du web, de temps en temps, ils sont sur une page, ils voient un lien, ils double-cliquent. Ça m'énerve. Donc c'est soit qu'il y a un problème d'ergonomie dans l'application, ou soit que ils savent pas utiliser. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on serait capable de détecter dans les applications web quand est-ce que les gens ils double-cliquent? Voilà. Donc l'idée, c'est quand on est sur une application, voilà, dès qu'il y a un clic dans le navigateur, on le remonte. Et puis, comme on a un site à gros succès, on va avoir plein de clics qui vont remonter. Et dans ce stream de clics qui arrive, il faut arriver à détecter les doubles clics, voire les triples clics, les quadruples clics. Voilà. C'est ça un peu l'idée le défi que je me suis lancé. Donc voilà. Donc pour ça, en fait, on peut utiliser une chaîne complète de produits qui est proposée par Google. Donc première chose, c'est d'avoir le produit qui va attraper tous ces clics, en fait, et les rassembler. Ça, c'est ce dont vient parler Martin, ce sera PubSub. Derrière, il faut faire un peu de transformation et de filtrage. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec Dataflow. Et puis derrière, on va avoir un outil de reporting qui va être BigQuery. Et là, on a utilisé toute la chaîne. Et l'idée, c'est d'avoir une chaîne comme ça, complète, qui est capable d'encaisser des très gros volumes d'informations. Et la chaîne, telle qu'elle est présentée par Google, elle peut monter actuellement jusqu'à 100 000 events par seconde. Donc on peut déjà avoir pas mal de clics sur son site web. Voilà, ça c'est l'idée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un stream d'informations? Il y a des événements qui vont arriver sur une ligne de temps. Et je considère qu'un double clic, un triple clic, c'est un ensemble de clics qui arrive dans une fenêtre de 250 millisecondes. Voilà, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est sur cette chaîne de temps, il y a des clics qui vont remonter. Moi, je vais les récupérer par PubSub, je les récupère. Et donc là, j'ai ma chaîne qui est orientée dans le temps avec tous les clics qui arrivent. Première chose que je dois faire, c'est créer des espèces de fenêtres en permanence et puis voir si dans une fenêtre, j'arrive à localiser 2 clics qui se succèdent en moins de 250 millisecondes. Donc ce que je vais faire, c'est une opération, voilà, je crée ma fenêtre et puis si dans cette fenêtre, j'observe 2 clics identiques, voilà, je les rassemble et je fais des espèces d'ensemble. Ça va être la première opération que je dois faire. Deuxième opération, c'est de compter. J'ai rassemblé des choses qui sont dans les fenêtres. Déjà, deuxième opération, je vais dire combien est-ce que j'ai eu d'événements dans ma fenêtre. Donc je les compte. Et puis troisième opération, je vais filtrer. Et puis je vais laisser sortir uniquement tout ce qui est supérieur à 2 clics. Voilà, c'est la chaîne. C'est la chaîne, c'est ce que je veux faire et je veux pouvoir le faire le plus simplement et rapidement possible. Donc pour ça, la big picture des produits, c'est j'ai PubSub,
s'occuper d'attraper les événements. J'ai Dataflow qui va s'occuper de filtrer, transformer. Et puis après, je vais déposer ça dans BigQuery. Pour être précis, je l'ai codé comme ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas embêté à mettre en place PubSub et simuler un injecteur qui allait faire plein de clics. J'ai pris une petite instance compute qui va simuler les clics, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier produit. J'ai un espèce de générateur d'événements. Derrière, j'envoie, c'est Dataflow qui va récolter l'information. Et puis, plutôt que simplement d'envoyer ça dans un outil de reporting qui est BigQuery, je me suis dit, ce qui va être intéressant, c'est peut-être aussi d'avoir un log physique de tous les événements. Donc, je les ai stockés dans Cloud Storage. Donc voilà, ce que j'ai codé, c'est ça. 1, le générateur. 2, Dataflow, je manipule. Et puis derrière, j'ai 2 endroits où j'ai envie d'aller écrire. Voilà. Voilà pour la présentation. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du code. Donc excusez-moi, les gens qui aiment bien VI, moi, je suis en Emacs. Voilà. Ah mince, du coup... Voilà, donc ça c'est le code qui me permet de générer mes événements en fait. Donc je crée une liste d'événements avec un timestamp, donc je mets un identifiant sur le clic et puis je lui rajoute un instant en fait. Donc ça me permet d'avoir un clic identifié. Donc c'est du fake. Ouais, c'est la partie je crée mes données. Ensuite, donc les données arrivent. Elles sont là dans la collection. Ce que je vais faire, c'est elles sont là les données. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma première. Je vais envoyer ces données dans la collection en fait, dans le pipe en fait, qui va me permettre de travailler ces informations. Donc voilà, donc c'est simplement l'opération qu'il y a ici. Derrière, c'est assez simple. Ce que je fais, c'est que je crée une fenêtre de 250 millisecondes. Et puis je l'applique à ma collection. Donc là, j'ai créé mes fenêtres, en fait, et dedans, je vais maintenant pouvoir, quand je vais appliquer un calcul, maintenant sur le pipe, il va s'appliquer uniquement sur la fenêtre, et pas sur l'intégralité des données. À partir du moment où j'ai collé une fenêtre, tout ce qui va se passer derrière, tous les calculs vont s'appliquer uniquement sur la fenêtre. Donc c'est ce qui se passe là. Ici, c'est ce que je fais là. Derrière, je fais mon count. Donc, du fait que j'ai appliqué ma fenêtre, je vais compter les clics qu'il y a dans la fenêtre. Ensuite, derrière, je vais simplement, je vais prendre mon pipe d'information et je vais le filtrer. Donc, je vais regarder le nombre d'éléments que j'avais dans ma petite fenêtre. Et puis, si j'ai eu 2 clics ou plus, je laisse passer. Ou sinon, je le réécris pas dans le pipe. Donc, si on regarde le code, c'est pas très compliqué. Hein. Il est là. Donc c'est ici, ce que j'ai fait ça, c'est ici. Donc ici, je récupère, on m'envoie les éléments un par un, je regarde leur valeur, et puis si c'est supérieur ou égal à 2, je réenvoie, et sinon je laisse passer. C'est ça un filtre en fait, c'est assez simple à faire. Voilà. Donc là, je viens de filtrer, et puis derrière, ce que je formate mon information. Donc j'ai une opération de formatage, donc je prends mon information et puis je la mets dans un format qui me permet de la visualiser mon impression. Ce que je vais faire derrière, c'est écrire l'information. Donc je vous rappelle que ça va s'exécuter dans le cloud. Donc ce qu'il faut, c'est que j'ai pas un système de fichiers associé à chacune des machines. Donc il faut que je l'écrive dans un espace de stockage. Donc dans le monde Google, ça s'appelle Cloud Storage. Donc en gros, j'ai une URI que je construis ici, dans lequel je définis le chemin de cette URI dans lequel je vais stocker mon fichier. Et puis après, je fais simplement un write. Et quand je fais ça, je vais avoir tous les clics, tous les doubles clics, triple clics, etc., qui vont être écrits dans cet endroit-là. Et puis, si je continue mon code, si je veux l'écrire dans BigQuery, donc l'outil de reporting, je crée une table. Il n'y a pas forcément, la table n'est pas forcément présente. Je la crée. Et puis après, je stream mon information dedans, en fait. Voilà. Donc on voit la portion de code qui me permet de traiter le volume de données qui est là, c'est uniquement ça, en fait. On va voir si ça marche. On veut le voir tourner. Ouais, c'est ça un peu l'idée. On veut le voir planter, surtout. Ouais. Donc le produit est encore en alpha. Et c'est là où je me dédouane de tout ce qui peut arriver, lâchement.
Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter 2 fois. La première, je vais exécuter ce traitement, je vais l'exécuter sur ma machine. Et la deuxième, eh ben, je vais l'exécuter en demandant un déploiement sur Cloud Dataflow. Donc là, au moment où je vais lui demander le déploiement, il va me provisionner des machines, il va me construire le réseau, il va analyser le calcul, il va le répartir sur les différentes machines, et puis il va streamer aux bons endroits en fait. Et c'est ça qui est sympa, c'est que quand vous l'exécutez en local, c'est que du Java. Donc vous pouvez mettre des points de débugger dedans et débugger votre code de calcul en local sans jamais parler de machines distantes et vous assurer que quand vous déployez, c'est le bon code, ça fait les bons calculs. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire là. Je l'exécute en local. Donc voilà, enfin ça va pas être super impressionnant. Hein. C'est en train de s'exécuter. Donc là, il a analysé, il a trouvé un certain nombre de points. Et puis il les a écrits, donc il les a mis sur le log de sortie, et puis il les a écrits aussi sur storage, on va les regarder, et puis aussi dans BigQuery. Avant de faire ça, donc là c'est juste ça, j'ai lancé ma commande en ligne. Donc la commande c'est ça, hein, c'est juste ça pour la lancer sur sa machine. Et si je veux la lancer à distance, il suffit simplement que je rajoute des paramètres. Et donc là vous allez voir, la ligne de commande elle change à peine. J'ai rajouté simplement le fait que je vais l'exécuter sur le Dataflow, un Dataflow Runner, et puis je lui propose un espace dans lequel il va pouvoir, s'il a des fichiers temporaires à créer ou des choses comme ça, je lui dis l'endroit où il va pouvoir travailler et stocker de la donnée, éventuellement de la donnée temporaire qu'il a. Donc là, je lance mon job. Je vais aller regarder ce qui se passe. Donc là, déjà, on va regarder si ça démarre bien. C'est en train de démarrer, donc il est en train de configurer le système. Ça va prendre un petit temps. Il va me provisionner les machines. Donc on peut aller regarder les machines qui vont être provisionnées. C'est ici, on va les voir apparaître. J'attends voir si ça démarre. Ça ne devrait pas tarder. On devrait voir le job qui arrive. Ça y est. Donc là, le job est arrivé dans la queue de traitement. Donc je peux aller le visualiser. On va voir en fait le job. Donc là, il est en train de démarrer. Là, on vient de faire l'opération, j'ai créé les systèmes, et on voit le flux qui va s'exécuter petit à petit. Et puis derrière, là, il va y avoir le côté, je vais écrire sur Cloud Storage, et puis il va y avoir le côté, je vais écrire dans BigQuery. Donc pendant que le réseau est en train de se monter. Et même si on a optimisé le cluster, on arrive quand même à vous remonter les données dans le format où vous l'avez écrit. Donc ça, c'est les opérations que Didier a écrites, les parallèles do, les group by key que lui, il a écrit. On arrive à vous visualiser le parcours des données dans le format dans lequel vous travaillez, même si par derrière on a optimisé le graphe d'exécution et puis on a déployé un cluster qui n'a rien à voir. Voilà. Donc là, il m'a bien provisionné les machines. Donc petit à petit, il va commencer à installer, optimiser. On voit que le traitement commence à se dérouler. Donc pendant qu'il finit ça, qui commencent à passer. Pendant qu'il finit ça, je vais vous présenter rapidement BigQuery. Donc BigQuery, c'est un outil qui est extraordinaire. Je vais vous le démontrer en 1 minute. Je vais montrer un petit peu la puissance de l'outil. Donc j'ai une base de données ici qui s'appelle Shoppers. C'est une table. Si on regarde le détail de cette table, dans cette table, elle fait 30 gigas et 350 millions de lignes. C'est une vraie table. Donc c'est quoi? C'est l'ensemble des articles achetés par 200 000 clients dans une chaîne de retailers. Voilà. Donc vous avez toutes les lignes. Ils ont fait 350 millions d'achats. Donc imaginez déjà simplement, vous avez ces données, vous les montez dans votre base et vous allez voir votre administrateur système de base. Vous dites, tiens, je voudrais monter une base avec une trentaine de gigas pour 350 millions de lignes, pour quand c'est prêt? Il va dire, c'est pas pour demain en tout cas. Là, vous avez le fichier, le monter dans BigQuery, c'est moins d'1 heure, je pense. Ça va vraiment super vite. Et là, vous avez vos données, vous pouvez commencer à jouer avec. Donc on va commencer à jouer avec cet outil-là. Première chose que je peux faire, c'est dire simplement, je vais faire un banal count. Donc là, je retire ça, je lui dis, tu n'as pas le droit d'utiliser le cache, sinon c'est pas du jeu. Donc j'exécute simplement, sur ma base Shoppers, là je lui fais simplement un count. Très simple. L'administrateur de base de données, il va vous dire, attends, moi aussi je sais faire, et peut-être plus rapidement que toi. Donc là, ça a mis 1 seconde pour faire un count, pas terrible. Je pense qu'avec ma base favorite, je suis capable de faire mieux. Par contre, ce que je peux lui dire, regarde, moi ce que je vais te faire maintenant, je veux dire, donc toutes mes lignes, tous les articles, ils sont associés à un client. Ce que j'aimerais, c'est par exemple voir si les clients qui ont un ID pair achètent plus que les clients qui ont un ID impair. Je suis un data scientist, j'ai envie de regarder, peut-être que... on va regarder.
Donc je prends l'ID, je fais mon petit modulo et je regarde. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me taper combien d'opérations? 50 millions. 350 millions. En combien de temps on peut avoir le résultat? Personne ne s'engage. Ah, pas très courageux. En 1 seconde. Donc là, je viens de déclencher un traitement. En 1 seconde, ils viennent me faire 350 millions d'opérations. C'est déjà pas très simple. Essayez d'imaginer ça sur votre base. On peut aller un peu plus loin. Le secret, c'est que c'est bourrin derrière. Ça s'est lancé sur 3000 machines. Mais elles sont provisionnées en permanence. C'est un service qui, en interne, en externe, en gros, tourne pour plein de monde à la fois. Voilà. Donc là, j'ai une table dans laquelle j'ai des données qui sont très volumineuses. Donc là, j'ai quelques gigas, mais je pourrais avoir des téras. Les temps de réponse seraient quasiment identiques. Et donc, ce que je peux faire, c'est aller plus loin. C'est que, par exemple, je peux faire un groupe by date. Donc, tout ça, c'est associé à des dates. Et ce que je peux faire là, dire, voilà, tu vas me compter le nombre d'articles qui sont achetés jour par jour. Donc, j'exécute ça. Résultat, 1 seconde 4. Je vous mets au défi de faire ça sur votre base à la maison dans des temps aussi rapides. Alors, ce que j'avais dit, c'est quand je faisais des démos qui marchaient, on applaudissait, mais là, ils sont là. Ouais. Voilà. Donc, hier, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus assister à mon talk sur le machine learning. Quand on dit qu'il faut naviguer dans les données, les comprendre, etc., ce qui est très important, c'est d'avoir des outils réactifs. Vous avez une idée, des gros volumes d'idées, vous avez une idée très rapidement, vous les vérifiez. Est-ce que les clients avec un identifiant pair achètent plus que ceux qui ont un identifiant impair? Vous avez l'idée, vous lancez vos requêtes, vous regardez, vous analysez. Et ça, BigQuery, c'est très utile pour ça. Montre-nous quand même si le calcul Dataflow, c'est fini. Ouais. Donc normalement, il n'y a pas de raison. Donc, voilà, la donc, petite démo, c'était pour rebondir ce que je disais tout au début. Si votre calcul s'exprime comme une requête SQL, BigQuery. Vous ne vous fatiguez pas avec autre chose. Exactement. Si vous avez besoin de plus, à ce moment-là, on passe sur Dataflow. Donc Dataflow, c'est vraiment le côté filtrage, transforme de l'information et après, vous stockez le résultat dans BigQuery. Donc là, le job s'est bien déroulé. Ce que je peux faire, c'est aller regarder s'il m'a créé le fichier avec les logs. Donc il est là. Ici, on pourrait regarder la date. Donc là, j'ai bien le fichier avec les logs. Et puis, je peux aller regarder dans BigQuery. Il m'a créé une table, ici, qui s'appelle Res. Donc, je peux regarder le détail. Et puis, j'ai les informations qui sont là. Voilà, hyper simple. Est-ce que vous avez quelques questions? Personne n'est encore en train de nous virer. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Là, tu avais encore des slides. Question, quand est-ce que c'est dispo? Quand est-ce qu'on peut utiliser? Remets la dernière slide, c'est en alpha. Allez-y, en avant. Allez taper sur l'alpha. C'est pas sec, hein, c'est pour ça que ça s'appelle alpha. Mais vous pouvez rentrer dans le programme et aller essayer. Donc c'est vraiment moi qui ai découvert ce produit. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais jouer avec, parce qu'il avait été annoncé à Google I.O. 2014. Ouais. Et depuis le temps, j'avais envie de le manipuler. Au début, ils disaient non, c'est que pour des privilégiés. Et puis il est passé en alpha, puis j'avais plus trop le temps. Et là, Martin m'a donné l'occasion de jouer avec. Et voilà, en 1 semaine, j'ai commencé à pouvoir lancer mes premiers jobs et traiter des streams de données. C'est vraiment extra. D'autres questions? Oui. Oui. Non, c'est jamais unique. Il y a des choix qui sont faits. Et je vous ai passé, mais alors une tonne de détails d'implémentation absolument faramineuses, notamment un qui s'appelle Liquid Sharding, qui est absolument extraordinaire. C'est que là, ce que je vous ai montré, c'est des clés. Une fois que les éléments sont groupés par clés, chaque clé va vers une machine donnée. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où je distribue gentiment mes clés, mais il se trouve qu'il y a une clé qui contient 99% de toutes les données? Il y a un mécanisme où il est capable de repérer ça, qui s'appelle le liquid sharding, et de recharder les données. C'est-à-dire de dire, tous ceux qui avaient fini en 3 millisecondes, je vous redonne du boulot et je repartage la clé, la hotkey, qui en fait regroupait 90% des données. Je la repartage sur toutes mes machines pour que le travail avance.
Donc voilà, il y a ce genre de détails et la philosophie, c'est vraiment ça, c'est de vous fournir quelque chose qui est intelligent, vous décrivez votre calcul et ensuite l'exécution se passe automatiquement. Vous n'avez même pas la main sur les nœuds, donc vous n'avez aucune chance d'aller bidouiller la RAM ou je ne sais pas quoi sur les nœuds pour dire que vous la voulez un peu différemment, que vous voulez changer la topologie. Vous n'avez pas la main. C'est notre responsabilité de mettre en place les mécanismes qui font que ça va marcher. Et il y en a pas mal. Je te rassure, j'ai même pas envie d'aller bidouiller. Hein. L'algorithme, c'est beau, Didier. Oui, c'est beau. Mais... Oui.